Dans la vidéo précédente, on a parlé de la théorie des RAG avancées qui permettent de dépasser le RAG traditionnel en apportant beaucoup plus d'éléments. C'est un véritable changement de paradigme et on a fait cela avec l'analogie des deux bibliothécaires. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, jetez-y un coup d'œil. Dans cette vidéo, justement, on passe à la pratique. Je vais vous montrer justement comment construire pas un, pas deux, mais les trois types de RAG agentiques, à savoir l'adaptatif, le correctif et l'agentique lui-même, pour qu'à la fin, vous soyez capable de mettre en place dans vos propres projets. On fait cela avec l'Angraph. C'est parti, générique. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Sport Badoun, je suis ingénieur en intelligence artificielle et sur cette chaîne tu trouveras différents éléments qui vont te permettre justement de te démarquer sur le marché en 2025. En effet, tu trouves sur la chaîne des formations gratuites issues donc de mes années d'expérience dans des groupes comme Chanel, Schneider Electric, pour ne citer que cela. Des formations qui vont te permettre justement d'acquérir des capacités nécessaires pour réussir sur le marché de l'intelligence artificielle en 2025. Tu trouveras également un podcast durant lequel j'interviewe des professionnels qui ont réussi dans le domaine de la data et de l'IA, qui viennent nous partager justement leur expérience afin que toi et moi, nous puissions nous en inspirer pour pouvoir bâtir à notre tour. Si tout ça t'intéresse, deux choses à faire. Abonne-toi justement pour participer à cette aventure collective. Et deuxièmement, active la cloche de notification pour ne rien manquer justement de nos contenus édifiants qui apparaîtront chaque semaine sur la chaîne. Si tu es nouveau ici, je profite de l'occasion de te souhaiter la bienvenue parmi nous. Tu trouveras dans la barre de description un petit cadeau, c'est un petit livret en réalité qui se lit très rapidement, qui t'aidera justement à développer la mentalité qui te permettra d'acquérir une compétence nécessaire en 2025 qui est la mise en production des projets d'intelligence artificielle. Pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai mis en place un programme de formation qui vous aide concrètement avec des étapes bien définies pour acquérir cette capacité de mise en production en tant que data scientist. Retrouvez donc toutes ces informations dans la barre de description. Et quant à moi, revenons donc au sujet du jour. Comme je l'ai dit, on va parler aujourd'hui de manière pratique de comment finalement créer des RAG agentiques. On va voir ça avec trois exemples concrets sur le RAG adaptatif, le RAG correctif et le RAG agentique. On fait cela avec l'Angraph. Rentrons dans le vif du sujet. Le premier type de RAG dont on va parler, c'est le RAG correctif. Et vous allez voir la puissance de ce type de RAG dans la suite. On va commencer donc par télécharger les packages dont on aura besoin justement pour pouvoir mettre en place ce type de RAG. Donc concrètement, on aura besoin notamment de PyPDF qui permet de traiter les documents donc, de format PDF. On aura besoin de LangChain bien évidemment et de LangGraph qui est l'outil principal qui nous permettra de mettre en place justement ce type de RAG. Okay. Tout d'abord, vous téléchargez donc ces packages-là. Okay. Ce notebook en réalité est un extrait du programme de formation que j'ai mis en place qui permet justement d'aider les gens à mettre en place donc des agents pour pouvoir répondre à des besoins métiers. Okay. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas, vous avez des informations dans la barre de description à propos du programme de formation. Et revenons donc au sujet. Alors donc avant de deep dive dans le sujet, avant de voir l'aspect pratique des choses, je vais rappeler très rapidement ce que c'est que le RAG correctif. Pour ceux qui n'ont pas vu, qui veulent aller plus loin, j'ai fait donc une vidéo qui explique la différence entre les différents types de RAG qu'on va voir de manière pratique dans cette vidéo. Donc ceux qui veulent voir beaucoup plus loin de façon théorique ce que ça donne, jetez un coup d'œil à la vidéo qui va apparaître là. Okay. Avant de parler de RAG correctif, revenons donc à la base, qui est très important, c'est le RAG. Le RAG c'est quoi? Le RAG, donc de son vrai nom, Retrieval Augmented Generation, donc génération augmentée par récupération, c'est la traduction littérale mot à mot. En réalité, trois types d'éléments sont à retenir lorsqu'on parle du RAG. Premièrement, le modèle prend votre question, la question qu'on va lui poser au modèle, il va prendre cette question-là, il va récupérer les documents qui correspondent à la question qui ont été posés par l'utilisateur. Donc, il récupère ces documents depuis une source externe, comme une base de données vectorielle par exemple. Et donc, ça lui permettra justement de pouvoir générer une réponse en utilisant à la fois les informations récupérées et son propre raisonnement. Parce que rappelez-vous, l'une des forces justement des modèles d'IA génératifs, c'est leur capacité à comprendre nos intentions et nos requêtes. Donc, en plus de récupérer des informations à partir des sources externes, il va aussi utiliser sa puissance qui est la capacité de comprendre les intentions et les requêtes, pouvoir raisonner là-dessus et nous fournir des réponses pertinentes. Alors, justement, donc avec ces trois points vient en réalité un problème fondamental. Si la récupération, justement, des documents ne se fait pas bien,
s'il y a du bruit ou si cette récupération n'est pas pertinente, eh bien la réponse finale justement va être erronée ou bien on aura de l'hallucination. Okay, c'est l'une des limitations en réalité du RAG traditionnel. Et justement, le RAG correctif, quant à lui, donc vient justement améliorer le RAG traditionnel en vérifiant et en corrigeant justement l'étape de récupération avant de générer une réponse. Et donc, vous voyez bien que il vient pallier finalement à cette limitation dont on a parlé donc précédemment, à l'étape de récupération des données. Le process se fait comment concrètement? Premièrement, on va récupérer des données, ok, les documents. On parle ici de chunks, on va récupérer les chunks qui sont candidats par rapport à la question qui a été posée par l'utilisateur final. Ensuite, deuxièmement, on va noter la pertinence, ok, de cette récupération. On va l'évaluer. Si chaque document est vraiment lié en réalité à la question de l'utilisateur, donc cette évaluation va se faire comme ça. Et ensuite, on va filtrer. Cela nous permettra de garder uniquement, finalement, les documents pertinents afin d'éliminer les non pertinents de la réponse. Ensuite, on va corriger donc la requête de l'utilisateur. Si aucun bon document n'est trouvé, on va devoir réécrire finalement la requête de l'utilisateur et réessayer de nouveau de récupérer. Okay? Parce que parfois, les questions peuvent être ambiguës, d'où l'importance de la réécriture si on ne trouve aucune réponse. Ensuite, on va générer donc la réponse en utilisant uniquement les documents fiables et pertinents pour la réponse finale. Donc voilà les 5 étapes en fait de façon très ramassée qui permettent donc au RAG correctif de pouvoir améliorer le RAG traditionnel. En réalité, donc le RAG classique, c'est comme quand vous posez une question en réalité à un ami, il vous apporte une pile de livres qui pourraient aider et il essaie de répondre immédiatement. Ça, c'est le RAG classique. Le RAG correctif, quant à lui, ce qu'il va faire, c'est que l'ami va parcourir en fait les livres, il va éliminer ceux qui ne sont pas pertinents et si aucun finalement n'est utile, là, il reformule votre question et cherche à nouveau. Et ce n'est qu'ensuite finalement qu'il répond à votre question. Vous voyez bien la différence entre ces deux paradigmes. La notion de reformuler d'abord la question si on n'a rien trouvé, afin à chaque fois de pouvoir apporter des réponses pertinentes à la question qui a été posée par l'utilisateur. Donc ça, c'est la différence entre le RAG classique et le RAG correctif. Et donc, le RAG correctif vient finalement apporter donc des réponses beaucoup plus pertinentes par rapport au RAG traditionnel. Les avantages, donc vous l'avez compris, hein, cela va permettre de réduire en fait les hallucinations, ok, en éliminant justement le contexte non pertinent. On va produire des réponses plus précises et dignes de confiance. Enfin, on va ajouter de la robustesse car on peut essayer donc dans cette façon de faire. Si la première tentative de récupération échoue, on va réessayer en fait une deuxième fois en reformulant. Donc ça a énormément d'avantages et ça permet finalement de régler les problématiques auxquelles le RAG traditionnel n'apporte aucune réponse. Alors le point clé ici, c'est que le RAG correctif donc, c'est un RAG plus une boucle, donc c'est le RAG traditionnel, plus une boucle de filtrage et de correction qui rend justement la récupération beaucoup plus intelligente et plus fiable en validant les documents et en affinant justement les requêtes ou les questions des utilisateurs avant de générer la réponse finale. Donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir comme point clé. Okay? Ça rend finalement la récupération des documents beaucoup plus fiable et ça travaille également sur la question de l'utilisateur pour permettre d'obtenir des réponses les plus pertinentes par rapport à la question qui a été posée. Donc, une fois que ça c'est fait, on a téléchargé les bonnes bibliothèques, on va rentrer finalement dans la pratique. On va voir concrètement comment finalement mettre en place ce type de RAG pour répondre aux limitations du RAG traditionnel. Alors, on va donc utiliser donc, les clés d'OpenAI, okay, pour pouvoir charger les modèles LLM. Et ici, Tavily API, c'est justement un API qui permet en réalité de récupérer des informations sur le web. Et donc, vous pouvez vous inscrire sur Tavily. Et avec ça, vous obtenez donc une clé gratuite que vous pouvez utiliser justement pour pouvoir récupérer des informations pertinentes du web. Donc, on va utiliser donc cela. On va donc, la clé, moi je l'ai stockée ici. Google Colab vous permet de faire ça. Okay, vous pouvez stocker des clés ici directement et pouvoir le charger. Donc, il vous donne également la fonction qui permet de le charger ici. Et c'est ce que moi j'utilise également ici. Ok. Alors, donc, je vais charger donc les clés en vérifiant qu'ils sont bien là. Donc ici, ils sont bien là. Donc, j'ai bien la réponse qui m'est fournie ici. Ensuite, je vais importer les bibliothèques dont j'aurai besoin finalement pour pouvoir mettre en place ce type de RAG. Donc, tous les éléments dont j'aurai besoin pour charger la donnée, le découper en morceaux et ensuite l'embedder. Okay,
le mettre dans des bases de données vectorielles. L'idée derrière ça, rappelez-vous, c'est que justement, quand on découpe les mots en vecteurs, c'est qu'on va utiliser cette théorie qui est de dire que des mots qui sont proches d'un point de vue sémantique, on va pouvoir les rapprocher en termes de similarité. Et donc, en découpant les mots en vecteurs, on a la capacité de calculer la similarité. OK? Et donc, on va utiliser cette approche-là ici, en découpant justement les questions de l'utilisateur en petits morceaux. OK? Et en comparant par rapport au document qu'on a initialement découpé en vecteur et qu'on a stocké dans la base de données, on va pouvoir comparer et voir la similarité qu'il y a entre les deux. Okay, c'est l'idée derrière justement cette notion d'embedding et de stockage dans des bases de données vectorielles. Ensuite, on va construire donc l'index, donc comme je l'ai dit, donc on va créer ce qu'on appelle en réalité la base de connaissances. Ok, comment ça se fait? C'est-à-dire que ici, on a énormément de documents. Ces documents-là, on va utiliser notamment les bibliothèques comme PyPDF Loader, qui vient de l'engine Document Loader, qui permet en réalité de traiter les documents, d'extraire les données qui est à l'intérieur de ces documents format PDF, également les métadonnées, c'est-à-dire on est à la page numéro 1 avec ces informations-là, c'est qui l'auteur, ce genre d'informations, donc seront reliées. Chaque page aura justement sa metadata, et donc PyPDF Loader permet de récupérer justement ces documents et transforme en réalité chaque page en document. Un document, c'est en réalité le contenu plus les métadatas. Et donc, PyPDF Loader permet de faire ça avec les documents qu'on va lui fournir. Il va découper donc chaque page est un document. Donc, cela va nous permettre de faciliter finalement la récupération des données. On va l'utiliser. Également, on va utiliser donc les embeddings dont j'ai parlé notamment, qui permet donc de pouvoir faire cette transformation de documents justement de contenu en vecteur, qui va faciliter après la recherche de similarité. Et donc, on va charger donc ces documents. Donc, c'est les deux documents que j'ai ici. On va le charger. Et ensuite, on va le charger grâce à PyPDF Loader, okay, qui va nous retourner une liste de documents. Okay. Et ensuite, on va le découper en petits morceaux. Okay. Et enfin, on va stocker donc ces petits morceaux dans une base de données vectorielle en utilisant la bibliothèque Face. Okay. Il y a plusieurs types de bases de données vectorielles, mais ici, pour l'exemple, on a utilisé celui-là, qui est une sorte de vector store qui va permettre très rapidement de faire cette opération pour que vous voyez en fait comment ça se passe. Et ensuite, le retriever. Donc, une fois qu'on l'a stocké, donc grâce à Face, on va pouvoir aussi, parce qu'il a une fonction asRetriever qui permet en réalité de récupérer finalement les informations pertinentes. Donc, je vais exécuter ça. Et vous voyez, il a bien chargé 36 pages depuis les deux PDF qu'il y a ici. Il a créé 192 chunks, c'est-à-dire des morceaux. Okay, il a découpé les textes en morceaux. Et ensuite, notre retriever après pour pouvoir récupérer les informations pertinentes. Donc, très simple. Voilà comment on peut constituer une base de connaissances en réalité. Okay? On extrait les informations des documents qu'on a. On les découpe en morceaux. On les stocke finalement dans des bases de données vectorielles ou encore des vector stores. Ensuite, on construit finalement l'élément qui va permettre de récupérer ces informations-là. Okay. Ensuite, finalement, donc ici, on va mettre en place ce qu'on appelle l'évaluateur justement de la récupération. Rappelez-vous, le Corrective RAG apporte finalement beaucoup d'éléments, notamment la capacité d'évaluer en fait finalement les informations qui ont été récupérées de la base de connaissances. Et on va le mettre en place ici. Pour cela, on va créer donc on va définir le schéma de sortie, okay, qui permet finalement d'évaluer justement la pertinence de la récupération qui a été faite. Et donc, c'est simplement en fait un score binaire. Donc, on va utiliser pour cela PyIdentic. PyIdentic permet de créer en fait des classes de données, okay, qui va permettre de valider en réalité les typages des données. Okay. C'est vraiment un outil très puissant qui permet en réalité de construire des modèles de données qui va assurer la consistance en fait de vos résultats. Donc, on va définir ce schéma de sortie qui est un score binaire ici, de dire oui ou non, donc yes ou non, si les documents sont pertinents pour la question. Okay, si le document qu'on a récupéré est pertinent par rapport à la question de l'utilisateur, la réponse sera yes. Sinon, c'est non. Okay. Et donc, PyIdentic va nous permettre de créer cette classe-là. Ensuite, on va initialiser le LLM justement avec la sortie structurée. Okay. Ça permet à ce que le LLM, à chaque fois, on est sûr que la réponse qu'il va nous renvoyer va suivre le format initial qu'on a défini grâce à PyIdentic modèle ici. Okay, c'est très puissant comme façon de faire pour avoir une sortie qui est structurée, qui correspond finalement aux attentes de ce qu'on essaie de faire ici. Donc, on le crée. Ensuite, on va définir un prompt qui permet d'évaluer. Okay. On lui dit tout simplement que c'est un évaluateur qui va évaluer la pertinence d'un document récupéré par rapport à la question d'un utilisateur. Okay.
Et si le document contient des mots-clés ou une signification sémantique liée à la question, on revient à la même chose. On est ici sur une notion de signification sémantique, liée à une question qu'on pose en fait finalement. Et donc, il y a une similarité qui est faite entre la base de connaissances où effectivement on a découpé des documents dans des vecteurs, on les a stockés là, et la question de l'utilisateur qui va être également découpée en petits morceaux et stockée, transformée justement en vecteur et stockée dans les bases de données vectorielles. Il y a un rapprochement qui va se faire entre ces deux étapes-là. Et donc, c'est pour ça que dans le prompt ici, je lui dis simplement que c'est un évaluateur qui va évaluer la pertinence d'un document récupéré par rapport à la question de l'utilisateur. Si le document contient donc des mots-clés ou une signification sémantique liée à la question, eh bien, on va le noter comme pertinent. Et ici, on lui dit simplement de donner un score binaire yes ou no pour répondre finalement à la sortie qu'on a initiée grâce au modèle pandiantique ici. Ensuite, on va construire la chaîne d'évaluation. La chaîne d'évaluation, c'est simple. Cette chaîne-là va utiliser donc le prompt initial ici et justement la sortie finalement qu'on a imposée finalement à notre LLM en se basant finalement sur notre modèle de données, notre modèle de sortie, le schéma grâce à PyIdentic. Donc ça, c'est la chaîne d'évaluation. On a notre prompt plus la sortie structurée du LLM en se basant justement sur les modèles PyIdentic, le modèle PyIdentic. Ensuite, la dernière étape, on va tester finalement l'évaluateur et l'exécuter. Donc c'est simple, je vais exécuter ça et on va voir ensemble. Voilà. Donc ici, il m'a dit que donc la question que je lui ai posée, c'est qu'est-ce que les transformers. Là, ici, le retriever, rappelez-vous, c'était ça, qui nous est fourni par la bibliothèque FES, qui permet simplement d'activer la fonction retriever pour récupérer les documents. On va invoquer la question. Donc, quand je fais ça, ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est qu'il va transformer d'abord. Donc, les questions vont être transformées, donc découpées en petits morceaux, puis justement stockées, puis grâce au modèle d'embedding, on va transformer ça en vecteur. Et puis ensuite, on va comparer ces vecteurs-là avec les vecteurs qui existent et qui sont similaires. Et si on n'a rien trouvé, comme je l'ai dit, grâce au modèle PyIdentic ici, on va retourner tout simplement non. Et au prompt qu'on a fait ici, à l'instruction. Donc là, ici, il me dit que c'est non. Il n'a pas trouvé, donc, par rapport à la question que j'ai posée, un document pertinent. Maintenant, ici, on va générer donc la réponse finale. Là, ici, on vient simplement de tester. Si vous voyez bien, on vient de tester simplement l'évaluateur. Celui qui évalue finalement la pertinence ou non du document qui a été récupéré. Maintenant, on va générer la réponse finale. On va utiliser finalement le template de prompt qui est un prompt en réalité qui est conçu pour les réponses de type RAG. Donc, on va le charger. C'est celui-là. On va initialiser le LLM. Et enfin, on va définir l'aide au formatage de documents. Ça va permettre de joindre en fait plusieurs documents en une seule chaîne pour pouvoir améliorer finalement notre contexte. Ensuite, on va construire la chaîne RAG, c'est simple. On a le prompt, on a le LLM et justement une sortie qui est le structure output parser. Il y a différents types de sorties qu'on peut donner finalement au LLM. Ici, on va juste lui donner donc cette sortie structurée. Donc ici, voilà. Et donc ici, vous voyez bien cette question qu'on a posée initialement. Ici, on va pouvoir simplement ici, il nous dit les transformers sont un type de modèle d'intelligence artificielle utilisé pour traiter, générer du langage naturel. Donc la question qu'on lui a posée ici, il arrive bien à répondre à la question. Puisque ici on a bien chargé les documents en question. Et donc grâce à ça, il peut finalement maintenant répondre à la question. Et parce qu'on a mis aussi en place l'évaluateur, à la fin, on va pouvoir évaluer donc à chaque fois la pertinence des résultats qui ont été récupérés. Alors maintenant, on est sur l'étape où, c'est cette étape-là où justement, je vous ai dit, il y a deux types d'éléments en fait finalement que le RAG correctif vient régler. Le premier, donc on l'a vu, c'est l'évaluateur de l'aspect de récupération des documents pertinents. Le deuxième aspect, c'est le fait de pouvoir réécrire finalement la requête de l'utilisateur ou la question de l'utilisateur s'il n'est pas pertinent. On va pouvoir finalement ici réécrire si justement la question est un peu ambiguë. Parce que rappelez-vous, la puissance des LLM en fait se base sur la capacité à comprendre nos intentions et nos requêtes. Et donc, ça permet finalement de pouvoir très rapidement en fait réécrire une question qui n'est pas pertinente pour permettre à l'utilisateur finalement au LLM finalement d'être le plus précis finalement dans la réponse qui va être fournie. Et donc, c'est ce qu'on va faire ici. On lui dit simplement ici,
euh, son rôle, en fait, c'est de réécrire la question, ok, euh, pour avoir une version améliorée permettant, en fait, de pouvoir récupérer des informations pertinentes. Ok. Donc, on fait la même chose ici. Donc, la question initiale a été posée et finalement, il a réécrit la question initiale comme ça. Ok. Maintenant, c'est ici où on va charger donc notre outil. Ok. Parce que le LLM, finalement, on va pouvoir augmenter sa capacité en lui donnant, en plus des documents et la base de connaissances qu'on a créée, on va lui donner la capacité finalement de pouvoir utiliser des outils aussi, dans le cas où il n'y aurait pas assez d'informations dans sa base de connaissances, d'aller récupérer les informations qui lui est fournies par l'outil en question. Ici, c'est Tavily qui permet de faire des recherches sur Internet et pouvoir récupérer l'information pertinente. Ça va améliorer finalement, ou ça va élargir en fait le scope de votre LLM en plus de les bases de connaissances que vous lui avez fournies. Et donc ici, on va commencer donc par définir l'état de notre graphe. Donc l'enggraphe permet en réalité de construire finalement des agents en utilisant justement cette logique de graphe. Et cette logique de graphe commence en définissant finalement le state, l'état en fait. L'état, c'est en réalité cette modélisation que l'agent ou que vous allez suivre tout au long finalement de votre graphe. Ok. Donc c'est l'état vraiment de votre graphe. Et donc l'état, ça veut dire qu'on va définir des attributs ici en question. La question de l'utilisateur qui est entrée, ok, la réponse finale qui sera générée par le LLM, le web search, c'est-à-dire l'outil qui va lui permettre finalement de pouvoir rechercher l'information sur le web, donc un indicateur qui va lui demander justement d'indiquer si une recherche web doit être ajoutée pour pouvoir répondre à la question, et ensuite les documents, c'est-à-dire la liste des documents en réalité récupérés ou générés. Ça, ce sont les attributs, et tout ça représente en fait l'état de notre graphe. Ok. Donc là, on va exécuter ça et on va mettre en place le nœud. Donc l'enggraphe vient avec la notion de graphe et donc les graphes, il y a des nœuds. Ces nœuds-là, c'est en réalité des fonctions qui s'exécutent. C'est comme des fonctions, on peut être vu comme des fonctions Python qui vont s'exécuter pour réaliser des tâches particulières. Ok. Toujours en gardant justement l'état, ok, qu'on a défini initialement. Donc cet état, on va le propager tout au long finalement de la modélisation de notre graphe. Okay. Donc le premier nœud qu'on va créer, c'est le nœud, la fonction qui va permettre d'activer en fait le retriever, c'est-à-dire l'aspect de récupération pertinente en fait en fonction de la question de l'utilisateur. Donc pour ça, on va d'abord charger l'enchaîne de documents et définir justement le retriever en se basant finalement sur le retriever que l'on a vu précédemment grâce à Face. Ok, grâce à Face, on avait défini le retriever ici. Donc nous, on va créer donc la fonction. Comme je l'ai dit, un nœud, c'est une fonction, très basiquement. Ce nœud-là va garder en son sein finalement l'état qu'on a défini initialement, qui est l'état qu'on va utiliser tout au long de notre graphe. La mémoire de notre graphe, il va pouvoir enregistrer que c'est cet état-là qui va être utilisé, donc les variables, les attributs. Et donc, on va l'utiliser ici aussi. Et cela va nous permettre de récupérer les documents pertinents depuis le vector store. OK? Et donc, à chaque fois, vous allez voir que du coup, cette façon de faire va faire en sorte que ce nœud-là va pouvoir mettre à jour finalement l'état en question, cet état-là. On va le mettre à jour au fur et à mesure qu'on passe entre différents nœuds. OK? C'est là la puissance de l'enggraphe. OK? Donc, la première chose qu'on va faire, c'est extraire d'abord la question de l'utilisateur. OK? State ici, rappelez-vous, c'est, comme je l'ai dit, permet de modéliser l'état général de notre graphe. Et il a en son sein plusieurs attributs, dont notamment la question. Et donc ici, la première chose qu'on essaie de faire, c'est d'extraire la question justement de l'utilisateur. Ensuite, on va récupérer les documents pertinents par rapport à la question de l'utilisateur. Okay. Rappelez-vous, c'est la même logique en fait qu'on a mis en place ici pour permettre de comprendre comment on fait. Retriever.invoke. Ok. On va invoquer la question. Ça va permettre de faire la comparaison et de pouvoir sortir un résultat pertinent. Okay. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Et la troisième étape, on va retourner finalement l'état mise à jour. Ça veut dire que le graphe qu'on est en train de mettre en place, à l'étape de nœud retriever, il va mettre à jour l'état finalement du graphe avec l'information, la question de l'utilisateur, les documents qui ont été récupérés grâce à cette question. Okay. Maintenant, on va calculer le nœud. Donc, c'est simple, hein? L'enggraphe en réalité modélise donc la notion, modélise les notions sous forme de graphe avec les différents nœuds. Ces nœuds-là vont prendre en leur sein finalement l'état. Et cet état en réalité, c'est la définition des attributs
du schéma que va suivre en fait le graphe tout au long de son parcours. OK? Et donc, à chaque nœud, finalement, on va pouvoir mettre à jour justement l'état de notre graphe et ce qui va permettre de se propager tout au long du graphe pour modéliser finalement le flux. Donc, une fois qu'on a calculé le nœud de récupération, on va calculer finalement le nœud de génération. Ici, on va générer donc une réponse en utilisant les données qui ont été récupérées et la question de l'utilisateur. OK? Donc, comme je l'ai dit, l'argument ici, toujours, on prend l'état actuel du graphe qui contient la question et les documents, c'est-à-dire ce qu'on a retourné à l'étape du retriever. Donc, cette notion de state est puissante parce que du coup, on va pouvoir le propager. Une fois qu'il a été défini initialement, on va pouvoir le propager entre les nœuds et mettre à jour. Donc, les nœuds, ce sont des fonctions qui vont retourner des résultats. Ces résultats, on va les mettre à jour dans notre state, dans l'état de notre graphe, et on va le propager dans le nœud suivant. En faisant ça, en fait, vous avez un workflow qui est vraiment complet. Ici, c'est le nœud de génération. Et ce nœud de génération, pareil, on va extraire donc d'abord ce qu'on a récupéré ici depuis donc le nœud retriever. Ensuite, on va formater les documents en texte brut. Okay? Et enfin, on va exécuter la chaîne. Et finalement, la chaîne RAG, on va l'exécuter. Et on va retourner finalement l'état mis à jour. En préservant justement toutes les clés existantes dans l'état, ou dans le state si vous voulez. Enfin, finalement, le nœud d'évaluation des documents. Donc ici, on va construire finalement, on va déterminer si les documents récupérés sont pertinents ou pas par rapport à la question. Rappelez-vous, tout à l'heure, on avait simplement vu comment marchait l'évaluateur. OK? C'est un prompt. Ce prompt-là, on va lui permettre finalement de pouvoir évaluer la pertinence des questions de l'utilisateur, les documents qui sont récupérés, s'ils sont pertinents par rapport à la question qui est posée par l'utilisateur. Donc, on va extraire d'abord les entrées. Ça, c'est l'étape 1. Ensuite, on va évaluer chaque document qui a été récupéré grâce notamment à cette notion de oui ou non. Okay? Et ici, c'est cet indicateur-là qui nous permet de dire en fait finalement, est-ce qu'on aura besoin d'aller récupérer des informations en utilisant finalement l'outil Web Search ou pas? Ou si on a suffisamment d'éléments dans la base de connaissances pour s'en passer. Okay? Et ici, voilà, ici justement, ce qu'on retourne, donc dans la partie évaluation, l'évaluation nous permet de, ok, en fonction de la question qui a été posée par l'utilisateur, est-ce que les documents que j'ai récupérés sont pertinents ou pas? Alors d'abord, si c'est pertinent, on renvoie la réponse telle quelle, donc c'est ça, en mettant qu'on n'a pas besoin de l'outil Web Search ici pour compléter finalement les recherches. Ok? Rappelez-vous, l'outil Web Search, c'est Avili qui permet de faire des requêtes sur le web pour récupérer des informations afin de compléter notre base de connaissances. Mais si justement ce qu'on a récupéré est pertinent, on n'a pas besoin finalement d'activer donc Avili. Donc ici, on aura les trois éléments, les documents qui ont été récupérés en fonction de la question et finalement l'indicateur qui permet de dire si on a besoin ou pas de l'outil Web Search. Ok? Donc ça, j'avais oublié d'exécuter, donc je vais exécuter ça pour qu'à la fin vous voyez finalement la puissance de cet outil. Alors ici, on a bien ça. Ok, j'ai un souci avec l'ancienne Core Community. Alors, poursuivons donc sur cette lancée. Donc, en réalité, il y a un souci avec le package Langchain Hub qui permet en réalité d'avoir un prompt communautaire, okay, conçu pour les réponses de type RAG. Mais il y a un problème avec Langchain Hub. Donc, on est reparti de façon manuelle en fait pour recréer finalement le prompt nous-mêmes. Donc, ça change rien en réalité. Donc, si j'exécute ça, j'ai bien la réponse qui est générée ici. Ensuite, ici, on a la partie donc qui permet de réécrire finalement le nœud. Donc là, donc je suis revenu un peu en arrière pour essayer de vous montrer, vu qu'il y a eu le bug avec Langchain Hub. Donc ici pour le schéma, ce qu'on fait, c'est qu'on va remplacer simplement Langchain.schéma par document. Okay? Alors ici, en fait, faut juste remplacer en réalité Langchain. Ici, remettre celui-là, Langchain core.document au lieu de Langchain.schéma et on va pouvoir donc simplement exécuter donc ce qu'on a ici. Ok. Et donc ici, donc on a donc notre nœud de retriever, notre nœud de génération. Donc ça, on en a parlé. Donc je suis revenu un peu en arrière, qui permet en fait de générer une réponse en utilisant donc les documents récupérés, toujours en gardant l'état en question, en gardant l'état de l'étape précédente, et ensuite venir le mettre à jour. Ok, ça on l'avait vu. Je suis revenu un peu en arrière pour débugger le problème qu'on a eu. Donc ici, donc comme je l'ai dit,
Web Search ici nous donne simplement une indication de est-ce qu'on en a besoin ou pas dans le cas où la réponse qui est apportée par la base de connaissances n'est pas suffisante. Okay. Ici, donc le nœud de transformation, c'est ici où justement, parce qu'il y a deux types de problématiques que vient résoudre le RAG correctif, la notion d'évaluer la question de l'utilisateur par rapport au document qui est récupéré, et la deuxième, c'est comment est-ce qu'on agit lorsqu'on a des questions qui sont ambiguës et qui ne permettent pas de récupérer des réponses pertinentes. Donc, on va devoir réécrire donc ces questions-là dans un format qui soit la meilleure version possible pour permettre à ChatGPT de pouvoir, au modèle d'IA, de pouvoir y répondre. Donc, c'est une version beaucoup plus optimisée. Toujours, on garde l'état actuel. Donc, c'est ce qu'on avait eu ici. OK, l'état mis à jour. Et on retourne finalement en sortie les documents et la question qui a été reformatée pour une meilleure compréhension pour pouvoir récupérer les documents en conséquence. OK, donc ça, c'est le nœud de transformation. Maintenant, le nœud de recherche web. Donc ça, cette problématique, on risque de l'avoir. Donc, je vais récupérer le code qu'on avait mis ici. Voilà, c'est bien Langchain core.document et pas schéma. Donc, je récupère ça. Je viens au niveau du nœud de recherche web et je change. Donc, ce nœud-là permet en réalité d'effectuer en fait une recherche web en utilisant la question qui a été éventuellement réformulée. Ok, c'est-à-dire la question a été posée par l'utilisateur. La question probablement n'a pas été bien posé, ou plutôt est ambigu. On va devoir le réécrire dans une meilleure version et ensuite, simplement, on va voir si on en a besoin ou pas d'utiliser donc la recherche sur le web, si on n'a pas suffisamment d'informations dans la base de connaissances, et donc on ira sur le web récupérer donc l'information en question. Et donc, ce nœud-là nous permet simplement d'effectuer finalement la recherche en utilisant la question qui a été éventuellement réformulée. Ok. L'état actuel du graphe, on a la question et les documents qui sont une liste en fait de documents, ok, qu'on avait aplati précédemment. Et en sortie, on a simplement l'état qui est mis à jour avec les résultats de la recherche web comme documents séparés. Ok. Donc toujours les mêmes étapes, on extrait les entrées, on exécute donc la recherche web en fonction de la question qui a été réécrite et améliorée, et ensuite on convertit chaque résultat en document avec des metadata. Okay. Je vous rappelle ici, Langchain Loader vient avec énormément d'outils qui permettent de charger des documents, de charger en réalité chaque page d'un document en un document. Okay. C'est-à-dire que chaque page, il y aura le contenu et les metadata. Ici, en l'occurrence, la recherche web, on va devoir finalement le mettre en format de document de Langchain qui permettra finalement de pouvoir avoir aussi ces metadata. Vous voyez bien, ici, on a la page, le contenu et donc une itération qui permet de convertir chaque résultat en document avec ces metadata grâce à l'option document qui nous vient de Langchain Core. Okay. Et à la fin, on retourne finalement les documents qu'on a récupérés de la recherche, de la question de l'utilisateur et également de la recherche sur le web. Okay. Donc là, j'exécute ça. Et enfin, le nœud de décision, c'est ce nœud-là qui va nous permettre de décider s'il faut générer une réponse ou reformuler finalement la question. Régénérer donc la question. Donc, l'état actuel du graphe, c'est quoi? On a l'indicateur qui permet de savoir est-ce qu'on va utiliser Web Search ou pas, l'outil Tavily, ou si on a besoin en fait d'une liste de documents. Donc, l'état actuel du graphe, c'est ça, l'indicateur qui permet de choisir, d'utiliser donc l'outil de Web Search, le document, en fonction donc des informations qui ont été récupérées sur le net, et ensuite la question qui a été éventuellement réformulée. Okay. Et donc ici, c'est le nœud de décision. On extrait finalement les entrées, ok. Cet indicateur qui nous dit est-ce que ou pas on a besoin de Web Search, donc l'outil Tavily, la recherche web, et l'étape 2 qui permet simplement ici de savoir, ok, de prendre la décision ici. Si c'est oui, eh bien, voilà, les documents sont pertinents et existent finalement dans la base de connaissances. Si c'est non, eh bien, on va simplement utiliser en fait le prochain nœud qui est le nœud generate. Ok, le nœud generate, rappelez-vous, c'est ce nœud-là, ok, qui permet en réalité de pouvoir générer donc une réponse en utilisant les documents qui sont récupérés. Okay. La logique de décision ici, voilà, si dans le cas où on est l'indicateur de Web Search, c'est-à-dire on va devoir utiliser Web Search, dans ce cas-là, on va utiliser donc Transform Query, ok, on va utiliser Transform Query qui est celui-là, ok, qui permet simplement de pouvoir retransformer finalement la question de l'utilisateur. Si c'est pas le cas, ok, eh bien dans ce cas-là, on va simplement générer la réponse qu'on a obtenue finalement dans un premier temps. Okay. Donc là, on a finalement notre graphe qui est complet. On a différents nœuds, les différents nœuds qui viennent résoudre chaque problématique. Vous voyez, donc c'est un graphe. Ce graphe-là a un état.
cet état est propagé dans les différents nœuds et chaque nœud en fait a un objectif spécifique. Ok, c'est une fonction. Donc le nœud a une fonction et met à jour finalement l'état initial qu'on a défini pour notre graphe, ce qui permet en fait finalement de pouvoir avoir à la fin un flux complet avec les états mis à jour des différents nœuds. Donc ici, on va simplement encapsuler tout ça grâce à Workflow. Donc Workflow prend state graph en fait prend l'état, donc graph state, et ensuite finalement ici on va venir finalement agencer les différents nœuds qu'on a mis en place. Okay? Donc grâce à la fonction add node de Workflow qu'on a définie ici. Okay? On dit souvent que LangGraph en fait est un stateful graph, donc il modélise en fait justement tous les éléments agentiques sous forme de graphe en fait, okay? Avec des states, des états qui sont mis à jour. Et donc ici, on définit donc notre workflow comme ça. State graph permet en fait finalement de pouvoir avoir cette notion de graphe et ça prend en entrée finalement l'état de notre graphe. Okay? Donc ce workflow là, on va venir simplement rajouter des nœuds, le nœud de récupération qu'on avait défini initialement d'abord, donc le retriever, le nœud d'évaluation des documents, ensuite le nœud de génération, okay? Le nœud de transformation de la query. Si on n'a pas pu trouver une réponse à la question, on va transformer donc la query, donc le réécrire finalement pour lui donner une meilleure version. Et enfin, la recherche web si c'est pertinent. Okay? Maintenant, on va construire le graphe. Donc ici, on a défini les nœuds. On va construire le graphe. Le graphe va débuter finalement par le retriever. Okay? Donc le edge, en fait, c'est les directions de nos graphes. Okay? Donc plusieurs notions qu'on a vues ici, le nœud et les directions qui sont définies donc grâce à add edge. On va démarrer donc par le nœud retriever. Okay? Start, la position start, on a notre nœud retriever. Ensuite, on a le nœud grade document. Okay? Et ce nœud-là, donc vous voyez bien que on démarre par retriever. Ensuite, après le retriever vient le nœud grade document. Okay? Donc, étape de récupération. Ensuite, étape d'évaluation des documents récupérés. Ensuite, on va décider finalement. Donc ça, c'est le processus de décision ici, qui permet de décider est-ce qu'on va activer Transform Query pour réécrire la query de l'utilisateur, l'améliorer dans une meilleure version, et ou le nœud, donc simplement de génération s'il n'y a pas besoin de reformuler la question utilisateur. Okay? Ensuite, après ce nœud de décision, on a donc le nœud donc, à partir de Transform Query ici, si c'est le cas, si c'est celui qu'on choisit. On vient brancher ça à Web Search Node, okay? Qui permet finalement d'aller récupérer des informations. Donc c'est le nœud qui permet de déterminer en fonction de l'indicateur, est-ce qu'on a besoin ou pas de Web Search, d'aller activer la recherche sur le net. Ensuite, une fois que cet indicateur-là, on vient rajouter finalement au nœud finalement le nœud generate. Okay? Et enfin, une fois que ce nœud generate a été activé, eh bien, on finit simplement notre graphe. Voilà comment on modélise en fait le graphe. Donc, pour modéliser en fait en réalité ces types de RAG avec LangGraph, vous devez donc le modéliser en définissant dès le départ votre state. Ces states-là, vous allez venir les mettre à jour dans les différents nœuds qui sont les fonctions qui répondent à des objectifs spécifiques. Donc, cet état-là se propage entre différents nœuds. Et donc, c'est ces nœuds-là qu'on a définis ici. Ensuite, finalement, vous construisez votre graphe en agençant finalement les nœuds, okay, en fonction de la logique que vous voulez atteindre. Et donc, nous, c'est ce qu'on a fait ici, simplement. Alors, je vais exécuter d'abord donc, ce nœud-là. Et ici, on vient modéliser finalement notre graphe. Okay? Et ici, on a le compiler qui vient compiler justement tout ce qu'on a défini donc, initialement à travers donc, nos nœuds et les directions de nos graphes. Enfin, on va finalement construire le nœud plus arrête et visualiser en fait finalement ce que ça donne. Okay? Ici, on va simplement visualiser pour que vous voyez en fait ce que ça donne. Mais c'est exactement la même chose que ce qu'il y avait ici. On va simplement juste visualiser. Donc, vous voyez bien, grâce à Mermaid, justement, Mermaid qui permet de visualiser ça sous forme de PNG. Ce qui est puissant avec LangGraph, c'est qu'il permet finalement de débugger facilement. Vous allez pouvoir débugger en fait finalement ce que vous faites parce que c'est visuel. Okay? On voit très rapidement à quelle étape en fait ça coince. À la différence de LangChain en fait finalement qui est très difficilement débugable. Ici, on a les différentes étapes qu'on a agencées, ce qui va nous permettre très rapidement lorsqu'il y a une erreur de pouvoir l'identifier. On commence donc comme je l'ai dit. Ensuite, on a le retriever. Ensuite, on a l'évaluateur de documents ici, grade document. Ensuite, on transforme la query ici, la query de l'utilisateur un peu ambiguë pour permettre d'avoir une meilleure version. Et ici, on active Web Search. Donc, c'est la décision, est-ce qu'on active Web Search ou pas. Si on n'a pas besoin d'activer Web Search, c'est-à-dire on a déjà les réponses en fait dans notre base de connaissances,
on vient tout simplement l'utiliser ici et générer notre réponse. Dans le cas contraire, on va utiliser Web Search grâce à l'outil Tavily notamment pour récupérer les informations du web et générer la réponse finale. Voilà comment on modélise donc tout le graphe qu'on a eu. Un exemple pratique de comment on modélise finalement le type de RAG corrective. Ok? Donc là, si on l'exécute finalement sur une question donnée, ok, la question c'est problème de santé à l'échelle mondiale. Ok? Là, si j'exécute ça, vous voyez très rapidement comment ça se passe. Ici, il a dit 4 documents ont été récupérés. Les documents pertinents générés. Donc ici, il dit quoi? Il dit exécution de l'application terminée. Ouais, on voit bien toutes les étapes. Il vérifie la pertinence des documents par rapport à la question. Donc, il dit que, OK, il a trouvé des documents pertinents. Il va évaluer finalement les documents qui ont été notés. Il va prendre la décision si les documents sont pertinents ou pas. Si c'est pertinent, on va générer la réponse. Et donc, c'est ce qui est le cas ici. Il a trouvé des informations de cette question-là dans les documents qu'on lui a mis dans la base de connaissances. Et donc, dans ce cas-là, pas besoin de faire autre chose. On va simplement renvoyer la réponse. Et aussi, donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi la transparence, en fait, finalement, dans tout ce qu'on AI Act, c'est-à-dire qu'on va pouvoir sourcer finalement l'information. Ok, ça vient valider, en fait, la pertinence de la réponse. On source l'information pour voir, ok, l'information ne vient pas de nulle part. Ici, ça vient bien des différentes sources de données qui ont servi finalement à constituer la base de connaissances. Donc, ça vient aussi rajouter finalement une fiabilité nécessaire aux outils que vous construisez. Et donc, ici, voilà comment donc très rapidement on peut construire en fait le type de RAG correctif. Passons à la suite avec le RAG adaptatif. On enchaîne donc cette fois avec le RAG adaptatif. Alors, on va faire comme on l'a fait dans la première partie, donc sur le RAG correctif. On va d'abord voir la différence entre le RAG traditionnel et le RAG adaptatif. Donc, le RAG traditionnel, comme on l'a vu aussi dans la partie précédente, c'est un modèle qui prend votre question, récupère les documents qui sont candidats depuis une source externe, par exemple une base de données vectorielle, et ensuite génère une réponse en utilisant à la fois les informations récupérées et son propre raisonnement. Okay? L'une des forces des modèles LLM, c'est la capacité de comprendre nos intentions et nos requêtes. Donc, en ajoutant ça avec une base de connaissances, eh bien, on obtient le RAG traditionnel. Le problème, comme on l'a mentionné aussi précédemment, c'est qu'une stratégie de récupération fixe ne marche pas toujours. Okay? Parfois, trop de documents sont récupérés, okay? Ce qui amène une certaine redondance. Parfois aussi, il y a trop peu de documents en réalité qui sont récupérés par rapport à la question qui a été posée. Okay? Parce que le contexte est manquant. Il n'y a pas assez d'informations ou de connaissances par rapport à la question qui a été posée. Et enfin, le type de requête ou de question qui est factuel contre le raisonnement et contre l'exploratoire nécessite justement différentes stratégies de récupération. Okay, en fonction du type de question qui est posée, si c'est une question qui est factuelle, c'est une question liée à un raisonnement, une question d'un point de vue exploratoire. Donc, en fonction de ce type de question, les mécanismes de récupération ne vont pas être les mêmes. Et donc, justement, le RAG traditionnel vient justement avec ces lots de problèmes-là, auxquels justement le RAG adaptatif va essayer de répondre. Et donc, le RAG adaptatif donc, est une extension flexible du RAG traditionnel qui ajuste justement dynamiquement son processus de récupération en fonction de la requête de l'utilisateur et du contexte qu'il a récupéré. Au lieu d'utiliser une récupération universelle comme le fait le RAG traditionnel, il va plutôt adapter le nombre de documents, récupérer plus si la question est large, moins si elle est précise, adapter la source de récupération, choisir entre une base de données vectorielle ou effectuer une recherche sur le web pour compléter l'information, ou encore effectuer une recherche dans une base de données structurée, ou encore une mémoire cache. Donc cela lui permet justement d'adapter aussi, entre autres, la formulation de la requête de l'utilisateur, si cette requête est factuelle ou c'est une requête qui est liée à un raisonnement, ou encore c'est une requête qui est en mode exploratoire. Et en fonction de ça, il va réécrire donc la requête de l'utilisateur pour l'adapter afin de récupérer les résultats dont il a besoin. Okay? Donc, notamment, si la question, dans un premier temps, n'arrive pas à obtenir une réponse pertinente, eh bien, il va réécrire la question pour pouvoir améliorer donc le contexte et pouvoir récupérer les informations pertinentes. Et donc, en ce faisant, il adapte le chemin de raisonnement et décide justement quand s'appuyer davantage sur les connaissances du LLM ou tout simplement faire une récupération dans une base de données externe. Donc, c'est lui, justement, dans sa capacité de comprendre les intentions de nos requêtes, qui va lui permettre finalement de pouvoir faire donc ce switch
entre les LLM, les réponses du LLM classique, ou s'il a besoin en fait d'effectuer des recherches supplémentaires pour compléter cette information. Donc cette notion de raisonnement est très importante puisque c'est lui qui va lui permettre justement de faire ce choix entre justement ces deux bases de connaissances. Donc le RAG adaptatif donc est une extension flexible du RAG qui ajuste dynamiquement le processus de récupération en fonction de la requête et du contexte. Okay? Au lieu d'utiliser une récupération vectorielle, le RAG adaptatif peut adapter le document, le nombre de documents, c'est-à-dire récupérer plus si la question est large et moins si elle est précise. Adapter justement la source de récupération, c'est-à-dire choisir entre une base de données vectorielle, une recherche web, une base de données structurée ou encore une mémoire cache. Ensuite, il peut adapter aussi la formulation de la requête ou la question de l'utilisateur si celle-ci est trop générale, trop ambiguë. Il va donc écrire ou développer ou redévelopper justement la requête de l'utilisateur si les résultats initiaux sont faibles. Enfin, il va décider quand il doit s'appuyer davantage sur les connaissances du LLM contre la récupération externe. Donc, une analogie par rapport à ça, c'est justement le fait d'imaginer, lorsque vous posez des questions, différents types de questions à un assistant de recherche, il peut vous demander un fait précis, okay? Il peut vous demander un sujet large, ou encore, si la première recherche échoue, il va reformuler la question et réessayer à chaque fois. Ce comportement adaptatif garantit justement que les résultats et les réponses sont les meilleurs et les plus efficaces. Donc l'avantage justement, on en vient, c'est l'efficacité, la précision et enfin la flexibilité. Okay? L'efficacité, pourquoi? Parce que ça va éviter de gaspiller les ressources de calcul en récupérant le contexte inutile. Enfin, ensuite, la précision qui va garantir une quantité suffisante, mais pas excessive d'informations pertinentes. Et ensuite, la flexibilité qui va garantir justement la gestion complète en fonction de la variété du type de requête qui est envoyée finalement pour obtenir une réponse. Okay? Il va gérer une variété de types de requêtes entre des faits simples, entre des raisonnements approfondis et aussi en fonction donc du type de requête si elle est exploratoire. En fonction du type de catégorisation de la question, eh bien, il va adapter cela pour pouvoir justement gérer cette variété de questions qui existent en réalité dans le monde réel. Donc le point clé qu'il faut retenir en réalité, c'est que le RAG adaptatif, c'est un RAG qui permet aussi en réalité de contrôler dynamiquement la récupération. Okay? C'est le RAG traditionnel auquel on vient rajouter cette notion de contrôle dynamique de la récupération des réponses en fonction du contexte. Il va ajuster donc le nombre de documents, la provenance et la formulation des requêtes, le tout en fonction de la question de l'utilisateur et de la qualité de la récupération. Okay? Donc on va commencer donc, comme on l'a fait aussi dans la partie sur le RAG correctif, à télécharger les packages dont on aura besoin justement pour pouvoir mettre en œuvre le RAG adaptatif. Là, on télécharge les packages. Ok, donc là c'est bon, on a tous les packages qui sont installés. Ensuite donc, comme on l'a fait aussi dans la vidéo précédente, on va charger donc les variables d'environnement, donc notamment OpenAI, la clé OpenAI et la clé Tavi. Okay. Je rappelle ici que j'utilise donc les secrets en fait que nous offre justement Google Colab pour pouvoir stocker justement les différentes clés dont j'ai besoin. Okay, vous pouvez l'utiliser aussi. Google Colab c'est gratuit, donc n'hésitez pas à l'utiliser pour mettre en pratique tout ce que vous voyez dans cette vidéo. Alors donc on va donc ici, alors je vais écarter un peu, voilà. Donc du coup ici on va charger donc les données. Okay. On va importer toutes les bibliothèques dont on a besoin pour faire le chargement de données, le découpage et l'embedding, qui sont les trois notions essentielles en réalité quand on veut faire du RAG. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui parlait du RAG traditionnel, la théorie, le RAG adaptatif, la théorie et le RAG correctif. C'est trois dans une formation complète que vous pouvez voir donc dans cette vidéo-ci. Si vous avez besoin de plus d'informations théoriques sur ces trois notions, eh bien vous pouvez jeter un coup d'œil là. Donc, là, c'est en train de charger donc les bibliothèques dont on a besoin. Une fois que c'est fait, donc on va... alors, c'est une redondance par rapport à ce qu'il y avait ici. Donc ici, on va donc construire donc l'index à partir de PDF. Ça change pas. C'est exactement la même chose qu'on a fait pour le RAG correctif. On va donc charger donc l'enchaîne document loader qui vient avec une variété d'outils qui nous permet de traiter en réalité les documents avec les métadatas. Okay, en gros, chaque page constitue un document avec ses métadatas, l'auteur, la page de récupération, toutes les informations, plus le contenu de cette page. Donc, on transforme chaque page en document, ce qui permet donc d'améliorer finalement
le contenu pour les recherches futures. Ok. Et il n'y a pas que PyPDF Loader. D'ailleurs, j'ai fait toute une vidéo là-dessus que vous pouvez aussi jeter un coup d'œil qui parle justement du top 5 des outils LangChain qui permet en réalité de traiter n'importe quelle variété de données non structurées, que ce soit des PDF, différents types de formats. Et bien, pour construire du RAG, généralement, ce sont des outils qu'on utilise pour pouvoir récupérer des informations et le mettre dans un format pertinent pour la recherche contextuelle après. Ensuite, on définit donc l'embedding, ok, grâce au modèle embedding d'OpenAI. Il y en a plein en réalité. Ici, on a fait le choix d'OpenAI embedding. Ensuite, on va charger donc les documents que vous voyez ici, on va les charger. Okay. On va charger ces documents-là grâce à PyPDF Loader justement, qui va nous retourner une liste de documents. Il va nous retourner une liste de documents, c'est-à-dire que chaque page, comme je vous l'ai dit, constitue un document. Et donc, il va envoyer la liste justement avec chaque page, qui est en réalité un document, c'est-à-dire le contenu plus les métadatas. Chaque page, c'est contenu metadata constitue un document. Et donc, il renvoie la liste de tous ces documents-là. Et on a en sorti donc du coup les contenus qui vont nous servir par la suite à construire notre base de connaissances. Ensuite, ici, on vient de découper en chunks, c'est-à-dire en morceaux, pour permettre à ce que la récupération se fasse bien. Okay. Et il y a différents types de mécanismes pour pouvoir découper en morceaux. Ici, on utilise celui-là qui est utilisé en réalité de manière récursive pour pouvoir découper justement les documents en caractères. Et puis ensuite, on vient construire donc le vector store. Ici, on utilise pour ça, il y en a différents types. Il y a Pinecone notamment. Donc, il y a différents types de vecteurs de base de données vectorielles. Ici, on utilise celui-là qui est open source pour, du coup, y mettre les documents qu'on a découpés en morceaux. Et ensuite, on vient utiliser aussi notamment l'embedding en question qu'on a défini ici initialement. Okay. C'est en gros, on découpe les documents en morceaux. Donc d'abord, on charge avec PyPDF Loader qui va transformer donc chaque page en document. Donc on obtient une liste de documents. Cette liste de documents, on va le stocker dans une base de données vectorielle qui est celui-là. Ensuite, justement, ici, grâce justement au modèle d'embedding qui a pour rôle en réalité de transformer les documents, donc les caractères en réalité en vecteurs numériques. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut par la suite effectuer une recherche de similarité entre les questions de l'utilisateur qui va être transformée aussi en vecteur et les vecteurs et les documents qui constituent notre base de connaissances qu'on a aussi transformé justement en vecteurs. Donc, en faisant cette recherche de similarité, on peut donc se dire, ok, en réalité, deux mots qui sont proches d'un point de vue sémantique sont similaires aussi en termes justement de calcul de distance d'un point de vue vectoriel. Okay. Donc ça, c'est ce qu'on fait ici très simplement. Et ensuite, on utilise le retriever, ce qui va se charger du coup de récupérer donc les informations pertinentes dans cette base de données vectorielle. Okay. Donc ça, c'est ce qu'on fait ici. Okay. Ça a chargé 36 pages de PDF. Okay. Ces pages-là sont désormais des documents. Donc on a une liste de documents à partir de ces deux documents PDF. On les a découpés en morceaux. Ensuite, on a stocké dans des bases de données vectorielles. Et grâce justement au modèle d'embedding, on les a transformés en vecteurs qu'on a stockés dans cette base de données vectorielle. Et enfin, le retriever qui va nous permettre de récupérer donc les informations pertinentes à partir de ces documents. Ensuite, donc ici, on va choisir entre le vector store et la recherche web. Rappelez-vous, l'idée ici, c'est de compléter en fait l'information initiale qu'il y a dans la base de données vectorielle. S'il n'y a pas suffisamment d'informations, eh bien, on va pouvoir le router vers une recherche web pour compléter cette information et répondre justement à la question de l'utilisateur. Okay. Donc, on définit donc une classe, un schéma de sortie grâce à PyIdentic, okay, en lui disant de router donc la query de l'utilisateur vers la source de données la plus pertinente. Okay. S'il n'y a pas assez d'informations dans la base de connaissances, qui est notre base de données vectorielle, eh bien, on va router la question vers une recherche web pour obtenir des résultats. Et donc, grâce à PyIdentic, ici, on va définir la classe le modèle de données, okay, qui va nous permettre d'avoir une sortie structurée de la réponse. Donc ici, la source de données, on a dit, c'est soit un vector store ou une recherche web. Okay. Ensuite, on va initialiser le LLM avec justement cette sortie structurée qu'on a définie précédemment. Cela nous permet de contrôler en réalité les réponses du LLM. Okay, et de lui dire, ok, les réponses doivent suivre ce format-là pour lui permettre d'être, on va dire, cadré, si vous voulez. Ensuite, on définit le prompt de routage. Le prompt de routage, c'est simple. Vous êtes un expert pour router une question utilisateur vers un vector store ou une recherche web. Le vector store contient les documents liés aux agents, à l'ingénierie de prompt et aux attaques adversariales. Ça, ce sont les différents types de documents en fait ici. Ensuite, on lui dit d'utiliser le vector store pour les questions sur ces sujets. Sinon, si la question ne concerne pas ces sujets, eh bien,
de faire effectuer une recherche web pour répondre justement à l'utilisateur. C'est aussi simple que ça. Ensuite, on construit la chaîne de routage. C'est tout simplement un enchaînement en fait d'opérations. Premièrement, la route prompt ici, qui est notre prompt template, auquel justement, quand on fait pipe, ça veut dire c'est un enchaînement en réalité, ok? Un enchaînement, un peu comme les pipes en bash. On vient enchaîner justement avec cette sortie-là, ok? C'est-à-dire que on veut qu'en sortie de ça, on ait finalement ce modèle-ci. Okay. Ensuite, finalement, on peut tester donc notre routeur en invoquant, en faisant simplement .invoke la question de l'utilisateur. Et ici, vous voyez très bien que j'ai demandé une question qui n'a rien à voir avec les sujets que contient justement le différent PDF. Et dans ce cas-là, il m'a routé justement vers une recherche sur le web. Okay. Donc ça, c'est notre routeur. Ensuite, on peut maintenant venir tester le routeur, encore une fois ici, avec une question sur la mémoire des agents. Okay. Ça, la mémoire des agents, rappelez-vous, ce sont des éléments qui sont dans ce document-ci. Donc là, il a répondu en disant que la source qu'il a utilisée pour ça, c'est bien le vector store. Vous voyez, c'est vraiment ça, en fait, la puissance du RAG adaptatif, c'est qu'il va adapter finalement en fonction de si l'information n'est pas présente, il va adapter en allant chercher finalement l'information ailleurs. Okay. Donc, vous pouvez lui mettre à disposition plusieurs sources de connaissances. En l'occurrence, ici, c'est de la recherche web. Mais on peut avoir aussi une base de données structurée dans laquelle on met des informations qui va permettre du coup d'avoir un champ large en réalité pour pouvoir répondre à la question de l'utilisateur. Alors, on vient ici donc du coup au Retriever Grader. Okay. Donc ça, si... Alors, Retriever Grader, c'est quoi? C'est ici en réalité qu'on va définir l'évaluation en fait de notre Retriever. C'est-à-dire qu'on va ici voir ensemble est-ce que le résultat qui a été récupéré est pertinent ou pas, okay, par rapport à la question de l'utilisateur. Okay. Pour ça, on fait la même chose. On va définir un schéma de sortie pas identique pour cadrer la réponse justement de notre LLM. Dans ce cas-là, le document, donc ici, c'est simple. Soit le document est pertinent. Dans ce cas-là, c'est oui. Sinon, non. Okay. Ça va permettre d'évaluer en réalité la réponse qui est fournie. Donc, on va cadrer dans LLM, donc, du coup, avec cette façon de faire. La température, ici, permet, en fait, de gérer la créativité du modèle. Okay. Ici, on ne veut pas que le modèle invente des choses, donc, on met la température à 0. En fonction du contexte, de la problématique, gérer cette température-là. Si vous voulez plus d'inventivité ou de créativité, vous pouvez donc l'augmenter. Et donc, comme d'habitude, on vient cadrer ça avec la sortie qu'on a fait ici. Cela permet d'avoir sortie toujours standard. Pareil, ici, on définit donc un prompt. Le prompt en question, on le définit donc pour pouvoir évaluer justement les documents qui sont récupérés. Est-ce qu'ils sont pertinents ou pas? Okay. Et donc, pareil ici, on dit si ce sont des documents qui contiennent ces éléments-là, eh bien, on peut dire que c'est pertinent. Sinon, dans ce cas-là, c'est non. Okay. Donc ici, on cadre vraiment le prompt en lui disant, eh bien, nous, on veut qu'une réponse binaire, que ce soit oui ou non. On veut pas autre chose. Okay. Cette façon de prompter va aussi cadrer justement la réponse qui est donnée. Okay. Donc, une fois que c'est fait, on va pouvoir faire la même chose. On va enchaîner. Donc, ça, c'est l'enchaînement des prompts. Okay. C'est le workflow AI classique, c'est-à-dire c'est un enchaînement en réalité. C'est séquentiel. Okay. On vient donc enchaîner les opérations. En l'occurrence, ici, on passe le prompt ici et ensuite, on renvoie une sortie structurée grâce au pas identique qu'on a défini initialement. Donc ici, je viens faire le test. Ça prend un peu de temps et là, ça me renvoie yes. Okay. Parce que la question, en l'occurrence, contient bien évidemment la santé ici. Finalement, on va générer la réponse finale en chargeant donc le prompt template, ce qu'on appelle le prompt template ici, qui existe en réalité, qui est le modèle de réponse standard du RAG. Okay. Ensuite, on prend le LLM ici, pareil. On a une sortie déterministe, comme on l'a dit, c'est-à-dire qu'ici, on ne veut pas de l'inventivité, donc on va fixer finalement la température. On va définir donc une fonction d'aide qui va formater donc les documents. Ici, on va convertir plusieurs documents en une seule de chaîne de caractères selon le contexte. Okay. Et on va simplement envoyer donc cela à notre RAG. Et vous voyez la réponse qu'il a générée ici. Donc voilà un peu ce que ça donne. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va donc mettre en place en fait un évaluateur d'hallucination, okay, qui va nous permettre en réalité de pouvoir évaluer si cette réponse qui nous est fournie est une hallucination ou pas. Okay, ça vient apporter de la confiance finalement au résultat que vous fournissez à l'utilisateur. Donc là, pareil, on définit un schéma de sortie, toujours. Est-ce que la réponse est fondée sur des faits, oui ou non, simplement. On fait la même chose, vraiment, ça change pas. On définit donc un prompt ici pour lui dire effectivement de déterminer si la génération LLM est fondée sur des faits et que ça a été récupéré depuis un ensemble de faits qui sont existants. Dans ce cas-là,
on renvoie score binaire qui est oui si la réponse est fondée, non si la réponse en réalité est une hallucination ou n'est pas supportée. On fait la même chose, c'est la même technique à chaque fois, on vient invoquer ça sur un nombre de documents pour voir ce que ça donne. Et là ici en l'occurrence, on vient s'assurer, cette partie-là on s'assure que les documents sont en texte brut et non des objets documents, okay, pour pouvoir l'évaluer sur les textes entiers. Et là ici, il nous dit yes. Okay. Pareil ici, on va évaluer donc la réponse, le on sort gradeur, c'est la même chose. Okay. On vient faire la même chose ici en créant une classe van identique. Je vais passer là-dessus. Le système, pareil, on vient définir donc le même type de prompt et on évalue donc la question. Donc, on fait donc une évaluation de la réponse, une évaluation également en termes d'hallucination. Okay. Est-ce que c'est une hallucination ou pas? Et on évalue aussi la réponse si elle est pertinente ou pas. Okay. Ça sont des notions qui permettent en réalité de monitorer la sortie finalement de notre RAG. Et puis cette partie donc concerne en fait la réécriture finalement du prompt de l'utilisateur si elle est trop générale en fonction du contexte. Okay. Si c'est une question à propos d'un raisonnement, c'est une question à propos, imaginons, de faits, ou encore c'est une question à titre exploratoire. Et donc on va le réécrire en fonction de ces différents types de questions qui sont possibles pour pouvoir obtenir les réponses les plus pertinentes possibles. On va faire la même démarche. Ici, on va définir donc notre LLM initialisé. Ensuite, on va mettre en place donc du coup le prompt. Ici, en disant simplement que c'est quelqu'un qui va réécrire donc les questions, qui va les convertir une question donc d'entrée en une meilleure version optimisée du coup pour la récupération dans une base de données. Ok, vectorielle. On va lui demander d'examiner l'entrée, de raisonner justement sur l'intention sémantique sous-jacente avant de réécrire. Okay. L'une des forces des LLM, c'est cette capacité de comprendre les intentions et les requêtes. Et donc, on va lui demander de faire cet effort-là par rapport à la question qui est posée. Et enfin, on va donc faire la même chose, enchaînement donc de prompting et enchaînement donc d'opérations dans le cas du LLM. Ici, on rajoute le str output parser qui est justement un formatage de la réponse du LLM en sortie. Puisqu'ici, on n'a pas défini de pas identique, on utilise le str output parser qui va formater la réponse du LLM dans un format standard ici, qui est le str, donc format caractère. Donc ici, on a posé une question et ce que lui a fait très simplement, c'est que du coup, il a réécrit la question comme ça. Maintenant, on va charger donc l'outil Tagli pour effectuer la recherche web. Donc, on fait la même chose que précédemment. Ici, on va utiliser donc LangGraph. Donc, tout ce qu'on a fait avant, c'est de vous montrer comment on peut découper donc toutes les étapes séquence par séquence pour construire en réalité un RAG adaptatif. Maintenant, pour faire le RAG adaptatif, donc puisque ça reste un RAG agentique, on va utiliser donc LangGraph. On va modéliser tout cela sous forme de graphe. Okay. Parce que rappelez-vous, LangGraph, c'est un stateful graph, donc ça modélise en réalité les agents sous forme de graphe. Okay. Ça modélise donc cette notion d'agentique sous forme de graphe avec donc des states, des états qui sont en réalité des propriétés qui sont propagées tout au long des nœuds. Okay. On a vu ça donc dans la partie RAG correctif. On refait la même chose ici. On a besoin de la question. On a une étape de génération, une étape de document, une étape en fait de réécriture. Okay. Ça sont les attributs donc, et tout ça représente l'état de notre graphe. Cet état va être propagé tout au long finalement de ce graphe-là. Donc ici on a le nœud de récupération. Donc le nœud de récupération, en réalité un nœud dans un graphe, en réalité c'est une fonction, okay, qui a un objectif spécifique. Okay. Et donc ici en l'occurrence, notre objectif ici sera de récupérer des documents pertinents à partir d'une base de données vectorielle. Okay. Et donc le state, ici on va lui passer donc, on passe donc dans chaque nœud en réalité l'état. Okay. Cet état en réalité, est-ce que l'on a défini ici, considère en fait les propriétés finalement de ce graphe-là, qui va suivre tout au long de son cheminement. Donc ici on a bien state, auquel on passe donc la question. On a un document on va faire le retriever qui va permettre de récupérer donc du coup l'information. Donc toutes les étapes qu'on a vues de façon découpée, on va les mettre dans des fonctions, okay, qui vont constituer les nœuds en fait de notre graphe. Et c'est exactement ce qu'on fait ici. Ici on préserve donc les clés, qui sont l'exemple, par exemple la génération. On vient faire la même chose ici, je vais passer, c'est la même logique. C'est un nœud qui va permettre de générer la réponse finale. Il va aussi prendre le nœud précédent, et donc le nœud précédent qui contient en réalité les documents qui ont été récupérés. Et ici, en fonction de ces documents-là, vous voyez, on lui passe donc la question utilisateur et les documents. C'est l'état, on va l'extraire ici. En fait, on formate les documents. On exécute donc la chaîne RAG pour pouvoir récupérer exactement le lien. En fonction de la question, pour pouvoir récupérer l'information pertinente. Ensuite, on génère donc la réponse. Okay. Et comme on l'a vu, on va évaluer donc la pertinence des documents qui ont été récupérés par rapport à la question de l'utilisateur. Pareil, on vient extraire l'état précédent.
on vient faire évaluer donc chaque document qui a été récupéré et on retourne donc l'état mis à jour. C'est vraiment toutes les étapes qu'on a vues précédemment qu'on passe ici dans les nœuds de l'anggraph pour modéliser donc du coup tout ça, notre agent sous forme de graphe. Donc ici pareil, cette partie permet, on lui passe également les questions, les documents, et il va réécrire en fonction de la pertinence de la question, il va l'écrire en fonction de l'information sous-jacente si la sémantique correspond bien à un résultat qui est donné, ou il faut réécrire pour améliorer la sémantique afin d'optimiser finalement la récupération de la réponse. Donc il va réécrire ici la question et retourner donc l'état mis à jour qui est donc la question améliorée, les documents et les tentatives de réécriture si les premières tentatives ont échoué. Ensuite, le nœud de recherche web ici qui permet donc simplement, comme on l'a vu, on va lui passer donc les questions et les documents et on va invoquer simplement une recherche web par rapport à la question si la question n'est pas présente en réalité dans notre base de connaissances vectorielle. Okay. Et à la fin, on va retourner donc l'état mis à jour. Donc, à chaque nœud, en réalité, l'état de notre graphe est mis à jour. Donc, le state, les propriétés sont mises à jour. Là, ici, on a un nœud de routage. Pareil, c'est lui en réalité qui va acheminer la question entrante vers soit de la recherche web, soit la base de données vectorielle. On fait la même chose, on extrait la question, on exécute le modèle de routage en fonction de cette question-là. Et puis ensuite ici, on décide donc du nœud suivant. Est-ce que ça va être du web search ou de la recherche vectorielle? Si la route est inconnue, il va retourner simplement le vector store. Okay. Ici, ça c'est pour éviter en fait que ça tourne en rond. Okay. Alors ici, on a donc le nœud qui va permettre en réalité de décider de la suite. Okay. Donc il va décider s'il faut générer une réponse directement, réécrire la question, ou s'il y a trop de tentatives de réécriture, boucler vers une recherche web. Donc on fait la même chose, on extrait donc l'état, on décide du chemin ici, et voilà donc notre nœud qui est actif. Pareil, ici on va évaluer donc la génération qui a été effectuée par rapport au document et la question qui a été posée. Okay. Donc c'est le même schéma à chaque fois, hein. On extrait l'état, on vérifie s'il y a hallucination ou pas, on vérifie si elle répond à la question. Okay. Rappelez-vous, on avait créé donc précédemment les étapes qui permettent en réalité d'évaluer en fait la réponse et d'évaluer également s'il y a hallucination ou pas. Donc, on le remet tout simplement dans cette fonction-ci qui constitue le nœud qui permet d'évaluer en réalité la génération de la réponse des documents. Donc là, une fois que c'est bon, maintenant, on vient assembler tout ça dans le graphe. Okay. Parce que là, le graphe modélise les agents sous forme de graphe. On vient assembler tout ce qu'on a défini préalablement dans le graphe. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On initialise donc le flux de travail grâce à graph. Ensuite, on enregistre les différents types de nœuds qu'on a mis en place. On vient connecter les arrays, donc les edges, c'est les directions en réalité dans le graphe. Okay. La première étape, donc comme on l'a dit ici, c'est de décider si on doit soit utiliser donc la base de connaissances qui est dans la base de données vectorielle ou décider simplement de faire une requête web pour obtenir des résultats pertinents. Donc ça c'est la première étape. Ensuite, si c'est le chemin web, eh bien on va simplement aller générer directement. Si c'est la base de données vectorielle, on va également passer par le graphe document qui est donc la base de données vectorielle, on va récupérer, on va évaluer la réponse, on va transformer ou générer une recherche web. Et ensuite, ça, c'est la partie conditionnelle qui va permettre de décider ou non si on doit réécrire la requête de l'utilisateur parce que c'est pas très clair, ou si on doit générer directement la réponse parce qu'on a trouvé la bonne réponse, ou encore repli donc si on n'a pas trouvé la réponse vers la recherche web. Dans ce qu'on appelle le edge conditionnel, donc c'est une condition sur la direction dans laquelle va partir donc votre graphe. Donc si on a réécrit donc la question, okay, pour obtenir plus de pertinence, et bien dans ce cas-là, on va relancer la récupération. Et ici, après la génération, on évalue donc la qualité de la réponse, ici, et on compile tout pour visualiser justement ce que donne donc l'anggraph. Alors, la puissance de l'anggraph, c'est justement cette capacité qu'il a de pouvoir simplement, du coup, qu'on puisse visualiser pour débugger en fait par la suite donc ce langgraph-là. Donc visuellement, ça permet de voir, puisque c'est toutes les briques qui sont indiquées. On démarre ici, on stocke dans une base de données, donc on utilise la base de données vectorielle pour récupérer l'information. On vient évaluer la pertinence du résultat. Si on doit décider de le router vers le web search parce qu'on n'a pas assez de documents dans la base de connaissances et ensuite générer donc la réponse. Donc on fait ça, on peut exécuter donc notre application. Une fois que c'est fait, et vous allez voir donc les résultats ici. Donc c'est ici où on vient invoquer donc ce graphe-là avec la question qui a été posée ici. Okay. Et vous voyez donc le cheminement, le routage de la question vers la base de données vectorielle. 4 documents récupérés non pertinents. Il va évaluer, il dit que c'est pas pertinent. Il évalue. Il décide donc de faire une recherche web. Il récupère donc la recherche web. Il vérifie la qualité de la génération. La génération est ancrée sur des documents. La vérification, si la génération est l'expression utilisateur. Il va décider si c'est utile ou pas.
Comme dans ce cas, c'est utile, eh bien, il va simplement répondre à la question avec donc cette question finale qui est transformée, la réponse qui a été donnée, non, et les sources d'information. Cela va apporter plus de confiance aussi à chaque résultat qui est fourni. Okay? Tout ça, c'est déterminé. On voit bien que issu une logique qui est claire, qu'on peut débugger, voir finalement où est-ce que ça coince. Donc voilà ici comment finalement très rapidement, vous pouvez donc mettre en place le RAG adaptatif pour apporter donc des réponses aux limitations du RAG traditionnel. La suite et la fin donc de cette partie consacrée donc à l'agentique RAG. On a vu donc les deux précédentes, donc on va faire la même chose. On va d'abord comprendre qu'apporte le RAG agentique par rapport au RAG traditionnel. Là, on revient donc toujours là-dessus. Le RAG, comme son nom l'indique, c'est du Retrieval Augmented Generation, comme on l'a vu dans les parties précédentes. Et cela signifie que le modèle d'IA ne dépend pas uniquement de ce qu'il y a déjà à l'interne. Okay? On vient augmenter justement le modèle, d'où le nom Augmented Generation. Au lieu de cela, il fait deux choses. Il récupère donc, c'est le retriever, des informations auprès des sources externes, comme des documents, des bases de données ou encore des API. Il va augmenter donc sa réponse avec les informations pour donner une réponse beaucoup plus précise. Donc la notion de récupérer et la notion d'augmenter. Okay. Ce sont les deux notions en fait que vous devrez tenir lorsqu'on parle de RAG. Le RAG agentique donc quant à lui est une version avancée du RAG où le modèle comporte justement davantage. Le modèle se comporte davantage en fait comme un agent capable de planifier et d'agir en plusieurs étapes. Il va découper donc des problématiques complexes en problématiques très simples à résoudre grâce à la notion de planification et de raisonnement. Alors le processus donc va se présenter comme suit. Donc premièrement la planification. À cette étape justement le modèle va décider de quelle information il a besoin. Ensuite on a l'étape de récupération, donc le retriever ici, qui va rechercher des informations pertinentes dans des sources externes. Ensuite, le raisonnement, la partie raisonnée, où finalement on va vérifier si l'information est suffisante. Enfin, l'étape de boucler. À cette étape, justement, on va voir si l'information manque et le modèle va donc affiner la requête et rechercher donc à nouveau. Enfin, l'étape de répondre, qui va permettre donc de générer une réponse qui aura été bien informée et complète. Donc voilà un peu les 5 étapes du processus justement que suit la notion de RAG agentique pour délivrer finalement de la valeur. Donc une analogie donc très simple, c'est que le RAG traditionnel ou le simple RAG ici, c'est comme demander une question à un ami qui va donc à la bibliothèque une seule fois, prend un livre et vous donne donc une réponse. Alors que le RAG agentique, quant à lui, c'est comme demander finalement à un ami qui est prêt à faire plusieurs allers-retours à la bibliothèque, vérifier des index, comparer les différentes sources et donner ensuite une réponse beaucoup mieux recherchée. Okay? Donc c'est vraiment ce travail de va-et-vient qui va être effectué pour fournir une réponse qui est la plus pertinente possible. Donc on va commencer donc la pratique donc en installant les bibliothèques dont on aura besoin donc pour mettre en place ce RAG agentique. Voilà, ce sont les bibliothèques que vous avez déjà vues dans la vidéo précédente. Ok, donc là, l'installation s'est parfaitement bien passée. On va donc passer à la suite. Donc c'est la même chose. Ici, je charge donc les clés que j'ai stockées dans cette partie. Et grâce à ce code-là, je viens donc les charger dans cette cellule. J'utilise pour ça Google Colab, qui est une sorte de Jupyter Notebook en ligne pour vous permettre de vous entraîner justement sur les différents tutoriels qu'il y a. Okay. Donc, pareil, je vais importer les bibliothèques dont j'ai besoin finalement pour pouvoir charger les documents à partir donc de sources web cette fois-ci. Donc ce sont les bibliothèques habituelles, hein, Document Loader qui permet de charger donc les outils qui vont nous permettre donc de pouvoir charger les documents, transformer donc ces documents-là, que ce soit des formats PDF, format PNG, format Word, même des emails ou encore des URL. Finalement transformer donc cela en document, c'est-à-dire où on a le contenu également, la metadata, pour permettre donc d'améliorer finalement le contenu que va utiliser donc notre RAG. Ici, on vient importer également la base de données vectorielle. Donc ici, ça nous est fourni par l'outil OpenSourceS qui permet donc de stocker donc les embeddings. Et puis ici, OpenAI Embedding, c'est celui qui va transformer donc les tests, les morceaux que l'on a découpés donc en des vecteurs. Okay. L'idée derrière, c'est toujours donc d'avoir finalement des deux mots qui sont proches d'un point de vue sémantique auront donc la même similarité d'un point de vue vectoriel.
Et donc, on va pouvoir, donc, en transformant ces mots en vecteurs, calculer la similarité entre ces vecteurs. Et à chaque fois qu'il y aura une question, transformer ces questions en vecteurs, comparer avec les vecteurs qui constituent notre base de connaissances. Et grâce à cette similarité, on va pouvoir donc, choisir donc la réponse la plus pertinente. Donc voilà un peu les bibliothèques dont on aura besoin. Ici, on va charger donc les documents. On prend donc plusieurs URL ici. On vient les charger donc grâce à Web Base Loader qui nous vient de Langchain Loader. Et lui va donc transformer ces URL là en fait en donc chaque page en document. Ok. Les documents de chaque URL en utilisant donc Web Base Loader. Donc là, ici, on a 3 documents qui sont chargés depuis donc 3 URL. Une URL, c'est un document, c'est-à-dire qu'il va contenir donc le contenu et les métadatas. Ici, on va aplatir donc la liste des documents pour que les documents ressemblent à ceci. Donc doc 1, doc 2, doc 3, doc 4, donc c'est comme ça. Parce qu'on a besoin d'avoir justement une liste plate en fait de documents. Donc pour ça, on va juste utiliser la liste compréhension pour faire cela. Donc, item for sublist in docs for item in sublist. J'ai une liste complète qui permet de parcourir du coup ces documents-là et de les rendre sous cette forme. Ok, on va exécuter ça. Prochaine étape va consister justement à diviser donc les documents en formats, en petits morceaux, donc qu'on appelle les chunks. Et pour ça, on a besoin donc de ce qu'on appelle un Langchain Text Splitter. On utilise en fait le recursive character text splitter qui permet en réalité de découper justement les textes en morceaux, mais de façon récursive. On définit donc une taille maximale pour chaque fragment, pour qu'il y ait justement une continuité lorsqu'on va vouloir rechercher en fait le contexte, que l'on ne perd pas le contexte quand on découpe en trop gros morceaux. Donc il faut choisir le bon pas en réalité pour éviter justement cette perte de l'information. Ensuite, on va appliquer donc notre test, notre découpeur de test ici. On va l'appliquer à la liste que l'on a aplatie donc précédemment ici. C'est cette ligne-là. Ensuite, on va vérifier le nombre total de fragments qui a été créé. Et enfin, on va continuer donc finalement par créer notre base de données vectorielle. On va initier donc cette base vectorielle avec Face à partir donc des documents que l'on vient donc du coup de fragmenter. Et également, on va lui donner donc cet embedding là qui lui va se charger notamment de prendre donc ces morceaux qui ont été découpés, qui ont été chunkés, de les transformer en vecteurs pour de la recherche de similarité beaucoup plus tard lorsqu'il y aura une question afin d'obtenir donc la réponse pertinente. Ensuite, on crée donc ce qu'on appelle le retriever ici qui va nous permettre justement de récupérer donc les documents pertinents. Et donc, Face nous vient aussi avec une fonction qui est asRetriever qui va nous permettre donc de pouvoir récupérer donc les différentes informations. Et donc par défaut, ici, on va récupérer les 3 vecteurs les plus similaires possibles, le top 3 en réalité. Donc là, c'est bon, notre base de données vectorielle, elle est prête avec les documents qui ont été fragmentés, transformés justement en vecteurs grâce au modèle d'embedding d'OpenAI. Ensuite, maintenant, on va interroger donc le récupérateur, donc le retriever qui a été ajusté, et afficher les résultats de façon lisible. Donc pour ça, c'est simple. On passe donc la query, la requête de l'utilisateur. Ensuite, on utilise donc notre retriever qui est ici. Okay. On invoque justement sur ce query-là. Okay. Et il va nous retourner donc une liste de documents. Cette fonction va nous permettre de remplacer les retours à la ligne par des espaces pour que l'affichage se fasse de façon la plus propre possible. Ensuite, on va parcourir donc chaque document ici et on va pouvoir aussi lui rajouter donc les métadatas en question. Okay. Et donc c'est ce que vous voyez ici, on a la source et on a dans la source ici, donc ce sont les métadatas et puis ici le document qui a été récupéré en fonction de la question de l'utilisateur. Et à chaque fois c'est la même mécanisme. Donc c'est ce qu'on fait en fait en parcourant avec cette fonction et cette boucle. Okay. Maintenant on va donc importer l'outil de récupérateur, donc cet outil-là. On va capturer donc le récupérateur comme un outil. Donc on va créer donc un outil qu'on va appeler donc retriever tool. Donc grâce à Langchain qui nous permet en réalité de construire un outil. L'outil c'est simplement une fonction en réalité. Hein. Et donc cet outil aura donc pour rôle d'aller récupérer donc des informations à partir de notre base de connaissances. C'est cet outil que l'on a créé donc à partir donc de notre base de données vectorielle. Okay, c'est le récupérateur. Et donc, ici, on va donc charger des vecteurs, toujours dans la même veine. Alors donc, du coup, l'outil a été créé ici. Si je reviens, donc ça, c'est pour vous montrer comment finalement on peut travailler, en fait, pour pouvoir très facilement créer la base de données vectorielle, ensuite enchaîner avec le retriever. Donc ça, c'est typique de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ça ne change pas énormément. On va simplement
ici, alors, donc là, le récupérateur a été créé. On va faire la même chose. On va donc lui encapsuler donc, le bloc LangChain. Tout à l'heure, c'était le bloc de LangGraph. Il y avait un peu de LangGraph, un peu de LangChain. Ici, on a du LangChain. Et donc, ces documents ont bien été chargés. Toujours la même logique. On va l'aplatir, pareil. On va créer notre test splitter. Cette mécanique reste la même, ok? Ça change pas. Ensuite, on vient interroger aussi toujours avec la même logique, en parcourant les métadatas et les documents, le contenu en question. Ici, on vient donc créer donc notre constructeur outil de récupérateur, encapsuler donc le récupérateur comme un outil. Okay. Maintenant, on va rassembler les deux outils qu'on vient de créer, en fait, en une liste en fait d'outils. Et là, vous voyez bien, on a bien ces deux outils qui sont présents. L'un qui va récupérer des informations sur les articles LangGraph, comme vous l'avez vu, et l'autre qui va récupérer des informations sur les articles LangChain. Okay. On a nos deux outils qui sont prêts. On va donc maintenant ici commencer à modéliser donc notre graphe. Je vous avais rappelé dans les parties précédentes que LangGraph modélise en réalité les agents sous forme de graphes. Okay. Les graphes viennent avec des états, donc les states, qui sont en réalité les propriétés de ce graphe qui va être propagé tout au long donc, du graphe. Okay. Ces propriétés-là, on les définit avec des attributs. Donc ici, en l'occurrence, l'attribut qu'on va utiliser, c'est uniquement les messages. Donc ces messages-là, c'est une séquence de messages donc de chat qui va être échangée entre l'utilisateur et l'agent. Les nouveaux messages vont être ajoutés donc à la suite au lieu de remplacer les anciens. Donc c'est une concaténation des nouveaux messages qui vont être ajoutés donc à la suite. Okay. Donc ça, vous définissez donc votre agent ici. Ensuite, vous importez donc le modèle de chat et on va initialiser le LLM toujours avec cette logique. On choisit un modèle de large language model. Ici, on choisit la nano 4.1. Ensuite, la température ici, c'est ici vous allez venir finalement jouer sur la créativité de votre modèle. Si vous ne voulez pas que qu'il soit trop créatif, vous passez donc la température à 0 pour lui permettre donc d'être déterministe. Et donc ici, on va simplement invoquer donc notre modèle et voir la question. Okay? La réponse à la question. Donc finalement, ici, une fois qu'on a fait ça, on va définir donc la fonction, le nœud. Un nœud en réalité, dans le concept LangGraph, est une fonction qui a en fait un objectif spécifique. Et dans ce nœud-là, ou cette fonction, on vient passer l'état du graphe. L'état, rappelez-vous, sont les propriétés de ce graphe-là qu'on va propager en différents nœuds pour garder finalement cette logique mémorielle. Et donc ici, le nœud de l'agent en fait va invoquer le LLM et décider s'il utilise ou non les outils de récupérateur de la base de connaissances LangGraph, LangChain, où il répond directement sans utiliser l'outil. Donc ici, en gros, on aura la connaissance du LLM de base. Le LLM, je vous rappelle, a été entraîné sur énormément de données, mais très génériques. Et donc, on a à disposition ça, plus la base de connaissances qu'on vient de créer au travers des deux outils qui nous permettent de récupérer donc les articles de LangGraph et les articles de LangChain. Donc, c'est exactement ce qu'on dit ici. Ce nœud-là donc, va permettre donc au LLM de décider, puisqu'il a aussi cette capacité de comprendre nos intentions et nos requêtes, de décider d'utiliser soit les outils de récupération ou soit finalement de répondre directement parce qu'il a en son sein la réponse, en se basant toujours sur l'état actuel de l'agent contenant donc les messages du chat. Okay. Rappelez-vous, l'état, c'est ce qu'on a défini ici, c'est les messages, séquence de messages de chat qui vont être échangés entre l'utilisateur et l'agent. Donc voilà un peu ce que va faire donc finalement notre nœud ici. Il va extraire la conversation actuelle. Il va initialiser le LLM, il va lier donc les outils de récupérateur pour que le modèle puisse décider quand les utiliser. Donc, le modèle va avoir en son sein les outils afin de pouvoir, quand il va prendre la décision, l'avoir donc dans sa besace. Ici, donc, on va l'invoquer le LLM sur l'historique de la conversation et retourner donc la réponse en question. Ok? Donc là, on va exécuter ça. Ensuite, on va importer donc notre workflow de travail de l'agent, comme ça. Ensuite, on va évaluer les documents qui ont été récupérés donc par notre LLM. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'une grade document ici, qui va toujours prendre l'état de la conversation, donc le state ici, et va déterminer si les documents récupérés sont pertinents par rapport à la question de l'utilisateur. Donc, il va retourner generate si les documents sont pertinents, ou encore rewrite si les documents ne sont pas pertinents. Okay? Donc, c'est-à-dire, si les documents sont pertinents, il va générer directement. Sinon, il va reformuler la question. Okay? Parce que c'est ça finalement qu'apporte la notion d'agentique, c'est qu'il va faire beaucoup plus que le RAG traditionnel. Il va améliorer la pertinence des résultats. Et on va vérifier donc cette pertinence-là. Pour ça, on va définir donc le schéma de sortie grâce à PyIdentic qui nous permet de modéliser
des classes de données. On va pouvoir avoir un modèle de validation de données pour forcer finalement le LLM à avoir une sortie bien spécifique. Ici, en l'occurrence, on va lui demander par la suite de renvoyer uniquement le score de pertinence qui est soit oui, soit non, pour nous permettre donc d'évaluer justement la sortie qui nous est fournie par le LLM. Donc c'est ici justement on vient passer donc notre modèle pas identique à l'intérieur donc du modèle ici grâce à la fonction with structure output, et donc en faisant ça on force finalement le modèle à répondre d'une certaine manière. Enfin on détermine donc si notre prompt est pertinent. Donc on va définir donc le prompt ici en disant que c'est un évaluateur qui juge la pertinence du document récupéré par rapport à la question de l'utilisateur. Et donc, voici la question de l'utilisateur. Donc, ça, c'est la question. Ici, donc, on va construire la chaîne qui est donc l'enchaînement de prompt et de pool LLM. Ensuite, on a donc cette étape donc d'extraction de la question et les documents qu'il y a donc dans le state. Donc, pour ça, on récupère donc les messages, les documents récupérés ou la réponse de l'agent, donc le dernier message. Ensuite, la requête originale de l'utilisateur. Donc la question, le contenu des documents à évaluer et on va exécuter finalement l'évaluateur. Toujours avec cette notion d'invoquer qui est très pratique d'ailleurs. Le score ici on récupère et on décide donc du coup si finalement les documents qui ont été récupérés sont pertinents ou pas. S'ils sont pertinents, on retourne simplement le mot generate. Sinon, on a besoin de réécrire la question pour obtenir donc plus de pertinence dans les documents qui ont été récupérés. Donc ça, c'est le nœud qui nous permet d'évaluer les documents qui sont récupérés. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va générer donc la réponse finale. Et pareil, ce nœud-là, on vient lui passer également l'état, donc le state, les propriétés du graphe, mise à jour donc dans les étapes précédentes, qui va nous permettre donc dans ce nœud de générer la réponse finale à partir des documents récupérés de la question de l'utilisateur. Toujours, on vient extraire la question, donc le contexte, la question et les documents récupérés aux étapes précédentes. Ensuite, on vient charger donc notre prompt. On initialise donc notre LLM et on définit donc la chaîne, le prompt, les LLM plus le parseur. Enfin, on vient exécuter donc la chaîne avec donc cette notion d'invoke qui vient donc appliquer donc cette chaîne là qu'on a définie précédemment sur la question et le contexte. Ensuite, finalement, on vient envelopper donc notre réponse dans la liste qu'attend donc l'engraphe. Donc, c'est ici où on définit finalement la nœud qui permet donc la réécriture. Ce nœud-là a pour objectif simplement de reformuler la requête de l'utilisateur en une version beaucoup plus améliorée et plus claire qui va permettre de récupérer les documents beaucoup plus facilement que si on passe directement donc le document, la requête de l'utilisateur. Pareil, on reprend donc les questions originales, on réécrit donc notre prompt grâce donc à ce prompt ici et on appelle notre LLM justement pour écrire le message et enfin ensuite on retourne le résultat. Maintenant, une fois qu'on a créé donc les différents nœuds qui sont les fonctions qui répondaient à des objectifs très spécifiques, objectifs donc qui correspondent à la définition du RAG agentique que l'on a défini donc au début, et donc à partir de ça on va venir assembler tout ça pour créer donc notre graphe complet. On va construire notre workflow. Et pour ça, on va initialiser donc le workflow avec le stateful. Rappelez-vous, l'engraphe, c'est un stateful graph. Donc, il faut maintenant l'utiliser donc, l'état, en utilisant donc agent state ici. Donc, on initialise donc ce workflow-là. On enregistre donc les différents nœuds qui avaient des objectifs spécifiques. Ces objectifs-là correspondent finalement au cœur de ce que c'est que le RAG agentique, c'est-à-dire notamment la capacité donc de l'agent à décider de quel outil il va utiliser pour répondre à la question, la capacité d'exécuter les outils dont il a à disposition grâce au retriever, la capacité de réécrire finalement la requête de l'utilisateur pour améliorer sa pertinence afin de récupérer les documents pertinents, et enfin donc l'étape de generate qui va permettre de synthétiser la réponse finale à partir des documents qui sont récupérés. Tout ça, on vient l'ajouter à notre workflow. Et ici, on utilise donc la liste d'outils qu'il a à disposition, que nous avons créé précédemment, c'est-à-dire le retriever tool LangChain. Et on vient donc utiliser ce qu'on appelle le tool node, qui nous est fourni en réalité par LangGraph Prebuilt. On vient lui passer donc directement ici au retriever node. Et donc là, ici, on rajoute donc ici à notre agent le retriever.
Donc, d'abord, c'est l'agent. Ensuite, c'est le nœud de retriever qui est rajouté ici. Puisque l'anggraph, en fait, nous permet d'avoir donc des nœuds. Il y a des nœuds spécifiques aux outils. OK? Et donc, on va l'utiliser ici. Et puis après, on va donc rajouter le nœud de réécriture et le nœud de générer. Okay. Si vous suivez bien le workflow, d'abord l'agent, ensuite le retriever, ensuite l'étape de réécriture et l'étape de générer la réponse. Donc, l'arrêt d'entrée, c'est bien start agent. Donc, on commence par l'agent. On met en place donc une arrête conditionnelle qui va nous permettre de décider si le modèle décide d'utiliser donc les outils, il va aller à l'étape de retriever. Si le modèle décide de terminer, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'outils, il peut répondre directement, eh bien, on vient de terminer. Okay. Donc cette arrête conditionnelle permet finalement de router l'agent vers une ou l'autre des décisions. Donc c'est ce qu'on fait exactement ici. Okay. On débute par l'agent. Ensuite, en fonction de la condition, on vient inspecter la sortie de l'agent pour détecter l'utilisation dans cette partie-là. Et enfin, on finit lorsque l'agent donc choisit donc de terminer. Enfin, on a l'étape donc ici qui permet donc de mettre en place cette arrête conditionnelle après la récupération. Grade document qui retourne donc generate ou rewrite. Okay. Donc, une fois cette condition a été faite et qu'on a bien routé les éléments, ici, on met en place également cette condition-là qui va finalement, une fois que les documents ont été récupérés, l'évaluer. Okay, évaluer donc la pertinence grâce à grade document qui va retourner. Donc, il va évaluer, il va voir est-ce qu'on a besoin simplement de générer directement la réponse ou on a besoin de réécrire justement la question de l'utilisateur pour obtenir plus de pertinence. Okay. Et ici, on a les arrêts finales qui permettent donc la génération et la réécriture. Donc, si, dans le cas où finalement on n'a pas la bonne réponse. Finalement, tout ça, on va le compiler. Et ce qui est puissant avec l'anggraph, comme on l'a vu dans les étapes précédentes, c'est cette capacité finalement de pouvoir voir les différentes étapes que vous avez mis en place. Et donc, on voit clairement lorsqu'on aura un souci, dans quelle étape finalement on va pouvoir donc débugger cela. Donc voilà, donc on a la capacité finalement grâce à Mermaid en fait de pouvoir visualiser de façon très claire comment on a modélisé finalement notre agent sous forme de graphe. Et ce qui est puissant avec l'anggraph, la différence avec l'angchain en tout cas, c'est cette capacité que vous aurez finalement à débugger en fait votre graphe, votre agent en fait finalement, puisque ici on voit clairement quelles sont les différentes étapes. Quand il y a un souci, vous allez très rapidement identifier à quel niveau finalement le problème s'est produit. Cela aide énormément à pouvoir très facilement mettre en place des agents très complexes puisque on a la capacité par la suite de débugger et de voir là où finalement cela coince. Donc, une fois qu'on a visualisé ce workflow, on va le compiler vraiment, on va l'exécuter sur une fonction. Ici, on lui pose la question qui est le président des États-Unis. Okay. Normalement, il est censé répondre directement. Okay. Là, ici, on voit bien que il fait donc l'appel d'abord à l'agent. Okay. Comme on l'a défini ici, donc c'est appel d'abord à l'agent, c'est notre start. Ensuite, il vérifie la pertinence. Donc, il va vérifier ici la pertinence. Okay. Ensuite, il va prendre la décision. La décision, ok, les documents qu'il a récupérés de l'agent ne sont pas pertinents. Donc, il est obligé de rentrer dans l'étape de rewrite, donc l'écriture en fait de la question de l'utilisateur. Donc, c'est la partie transformation de la requête. Ensuite, il va réappeler l'agent et ensuite, il va exécuter le graphe. Et ici, il nous dit, selon les informations disponibles, il semble y avoir une erreur, une confusion, car le nom mentionné ne correspond pas au président actuel des États-Unis. Okay? Donc, il a répondu avec finalement l'élément qu'il récupère ici dans les documents ne correspond pas en fait à la question initiale que on lui a envoyé. On va donc faire la même chose ici avec donc l'appel donc de l'agent, avec donc cette fois-ci des éléments qu'il a à disposition dans la base de connaissances. Et vous allez voir que dans cette partie, il fait appel à l'agent, il vérifie la pertinence donc des documents récupérés par l'agent. Dans ce cas-là, c'est pertinent et donc il génère directement la réponse. Okay? Et ça, c'est ce workflow-ci. Okay? Il rentre ici, l'agent produit donc une réponse qui est une bonne réponse. Dans ce cas-là, il renvoie directement. Donc l'agent ici utilise des outils donc de récupération qu'il a à sa disposition. Rappelez-vous, on avait créé deux outils, un pour récupérer des données d'articles de LangChain et d'autres pour récupérer donc les articles donc de LangGraph. L'agent utilise ces outils-là pour récupérer ces éléments et comme c'est pertinent, il génère directement la réponse ici. Okay? On va faire la même chose ici. C'est quoi le machine learning? Il va faire la même chose. Il va appeler donc l'agent. Il va vérifier la pertinence donc de la réponse de l'agent. Il va décider donc que les documents sont pertinents. Ici, il va faire la génération de réponse. Ici,
Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il lance son sein directement à la réponse. Donc, c'est la réponse directe du LLM qui connaît ce que c'est que l'apprentissage automatique qui répond directement. Là, ici, il n'a pas fait appel aux outils. Il n'a pas fait appel finalement à la base de connaissances qu'il a à sa disposition. Ok. Donc, voilà un peu comment, en fait, finalement, on peut modéliser la notion d'agentique RAG d'un point de vue pratique. Comment on modélise des agents sous forme de graphes en utilisant un outil surpuissant, en l'occurrence l'Anggraph ici, qui apporte vraiment une véritable amélioration dans la conception des agents et en particulier dans la notion de RAG. Nous voici donc au terme de cette vidéo en 3 parties très pratiques qui, je l'espère, vous ont aidé à comprendre cette notion d'agentique, voir comment finalement on peut mettre en place un RAG amélioré en utilisant justement l'Anggraph pour modéliser cela sous forme de graphe. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous a plu dans ces 3 parties, ce que vous avez retenu, c'est très important. Et puis prenez le temps pour refaire ces exercices-là. Cela va vous aider finalement à maîtriser ce framework, qui est un framework de plus en plus demandé. En réalité, très pratique pour concevoir des agents en 2025, et notamment dans la thématique du RAG. Ceci est un extrait de mon programme de formation que j'ai mis en place, qui permet finalement de donner les clés sur les sujets agentiques, également tous les sujets liés à la mise en production de ces outils agentiques dans le cadre de la conception des solutions d'IA. Donc si vous voulez justement profiter de cette formation, vous avez donc dans la barre de description un lien qui vous permettra de réserver donc un créneau au cours de laquelle on va échanger, et en fonction de votre profil et de ce que vous voulez faire, on va pouvoir vous intégrer à ce programme de formation. Ok, je l'ai fait comme ça parce que je veux pas intégrer tout le monde. L'idée, c'est de permettre à ce qu'il y ait une cohorte à chaque fois de personnes qui sont concentrées et qui puissent justement se former dans le but justement de progresser dans leur carrière. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle offre énormément d'opportunités, mais pour ça, il faut avoir les bonnes formations, et cette formation vous permet donc d'acquérir les capacités nécessaires pour non seulement créer des agents, mais également les mettre en production, les mettre à main des utilisateurs finaux. Donc, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas, jetez-y un coup d'œil. Et puis, pour ceux qui l'ont pas encore fait, abonnez-vous sur la chaîne, activez la cloche des notifications pour ne rien manquer justement des contenus dans ce sens qui arriveront au fur et à mesure sur la chaîne. Quant à moi, donc, je vous donne rendez-vous donc très prochainement pour un nouveau contenu tout aussi édifiant. D'ici là, portez-vous bien. Salut!